On est spécialiste de la cuisine, on fait que ça et on essaye de le faire en volume, en se disant que le business model chez SoCook, il est construit plutôt sur le nombre de cuisines vendues, le volume, plutôt que sur la valeur. Et donc ce business de volume, il travaille avec parfois des marges plus restreintes qu'on récupère largement avec le volume de cuisines vendues. Il a été aussi conçu avec un concept magasin qui est en adéquation avec nos positionnements de marché. Chez SoCook, globalement, on vend des cuisines entre 4 000 et 11 000 euros TTC. Là, quand je te parle de TTC, tu as les meubles, l'électroménager, le service. Donc le service, ça peut être la livraison, éventuellement la pause. Et donc sur ces segments de marché économique, il faut aussi un concept magasin qui soit en adéquation. Donc là aussi, on a vérifié sur tous les points du concept, que ce soit le sol, l'éclairage, les climatisations, l'ameublement, les cuisines, que ce soit le plus économique possible pour nos franchisés et nos distributeurs. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secteur aussi stratégique qu'essentiel, celui des cuisinistes. Le marché français des cuisines représente environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec une croissance régulière depuis plusieurs années. Près de 80% des ménages considèrent la cuisine comme une pièce centrale de leur habitat, à la fois fonctionnelle et conviviale, mais ce marché est aussi fortement concurrentiel avec des acteurs positionnés de l'entrée de gamme jusqu'au sur-mesure et au haut de gamme. Pour comprendre les dynamiques de ce secteur et explorer les stratégies gagnantes, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Alantaz, directeur de l'enseigne SoCook, un acteur incontournable du marché des cuisines économiques. SoCook, enseigne du groupe Fournier, propose des cuisines astucieuses, créatives et accessibles, avec une promesse forte, des prix transparents et une fabrication 100% française au cœur des Alpes, en Haute-Savoie. Avec ses plus de 200 magasins répartis sur tout le territoire, SoCook est un véritable ambassadeur du Made in France. Dans cet épisode, notre échange s'articulera avec les 3 parties habituelles. Nous commencerons par analyser le marché des cuisinistes en France en 2025. Nous explorerons ensuite la proposition de valeur de SoCook et la manière dont l'enseigne se différencie. Enfin, nous aborderons un défi clé pour les cuisinistes, la relation client. En effet, dans un secteur où les achats sont peu fréquents, comment utiliser la data, le CRM et l'acquisition pour fidéliser, mais peut-être et surtout enrichir l'expérience client. Mais avant de commencer, Arnaud, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Arnaud Alantaz, effectivement aujourd'hui directeur de l'enseigne SoCook. J'ai grandi au pied des Alpes, également à Annecy. Et après un parcours universitaire avec un master dans le commerce, j'ai démarré, alors peut-être en toute logique, dans le domaine du sport, puisque j'ai travaillé tout d'abord dans une enseigne qui s'appelle Audelot, qui distribue des vêtements de sport. Et ça a été ma première... Tu as été diplômé en quelle année ? Juste pour qu'on ait globalement... Bonne question, en 2004. D'accord. 2004. Et donc j'ai attaqué chez Audelot dès l'année 2004.
Et ça a été ma première relation avec le retail, avec une particularité de distribution dans différents magasins multisports, et puis mon premier contact avec le domaine de la franchise, puisque Audelot a commencé à se développer aussi par le biais du réseau de franchise. J'ai passé quelques années avec eux et puis je suis ensuite... Là, plus spécifiquement, tu as fait quoi Donc là, je m'occupais spécifiquement de la partie merchandising. D'accord. Donc, mon job était de pouvoir mettre en lumière, théâtraliser les produits en magasin, que ce soit chez les revendeurs multisports, Intersport, Sport 2000, Ski 7, etc., que chez des boutiques que nous avions en franchise, spécifiques, exclusives Audelot à travers la France. Donc le job était de mettre en avant et en lumière ces produits dans les linéaires. Ça t'a amené à pas mal te déplacer, j'imagine. Alors c'est vrai, tu as raison, ça a été déjà aussi une première expérience mobile, puisque dès cette première expérience professionnelle, j'ai été amené à parcourir la France à la rencontre de tous ces distributeurs dans toutes les zones commerciales que j'arpente depuis de nombreuses années maintenant, et puis quelques centres-villes aussi, donc un peu partout en France, c'est vrai. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience ? Cette première expérience, ce qui est marquant, c'est effectivement les systèmes de distribution qui existent dans les produits qu'on peut trouver dans tous les linéaires en France, et notamment sur le domaine du sport, où j'ai été marqué par la distribution des articles de sport qui est très spécifique, surtout en France où on a aujourd'hui une énorme domination du mastodonte Decathlon qui trosse plus de la moitié des parts de marché en France. Et du coup, une marque qui avait fait le choix à l'époque de ne pas être distribuée chez eux, et donc comment trouver astucieusement les filières de distribution pour être vues, reconnues et puis achetées par nos clients. Donc par d'autres chaînes de distribution, Feu, Go-Sport, Intersport, etc. Et puis du coup, cette première approche de comment mettre à disposition des clients une gamme de produits dans des boutiques exclusives par le biais du réseau de franchise qui est né lorsque j'étais chez Audelot, et qui a été un premier contact avec ce mode de distribution hyper intéressant pour des entreprises qui veulent se développer assez vite et être représentées partout en France. Bon, merci. La suite, alors, elle s'écrit comment ? Alors la suite, elle s'écrit un peu plus au sud de la France, puisque... exactement, Aix-en-Provence pour être précis, et puis une expérience dans une enseigne qui a été créée par un ancien directeur général de Decathlon d'ailleurs, qui s'appelle Cabesto, et qui distribue tous les produits qui ont un lien avec l'univers de l'eau, de la mer. Donc c'était assez atypique de rassembler sous des grandes surfaces, de 1500 à 3000 m2, tout un tas de produits qui avaient un lien avec l'eau. Donc ça pouvait être la plongée sous-marine, les sports de glisse, le textile, mais aussi l'alimentation. Donc tu avais un rayon énorme. Tu avais de l'accastillage aussi. Produits de la mer, de l'accastillage, effectivement. Donc c'était de démocratiser tous ces produits-là. Tu as raison, l'accastillage, c'est aussi un typologie de produit qui est assez spécifique, souvent distribué chez des revendeurs assez confidentiels, voilà, du chip, ouais. Et donc l'idée de ce visionnaire, Olivier Kaufmann à l'époque, était de rassembler tous ces univers-là dans la grande distribution, avec toujours ce mantra, je pense qu'il avait hérité de Decathlon, de rendre accessible au plus grand nombre tous ces produits-là. C'est quoi ton job chez Cabesto ? Mon job là-bas, c'est responsable de l'offre, donc je prends une partie de l'offre de Cabesto à ma charge, et mon métier est de construire une offre en adéquation avec les besoins du client et les impératifs économiques et la place laissée dans les linéaires. Construire l'offre, gérer les approvisionnements, donc là on a affaire à des approvisionnements de certaines marques françaises, européennes, et puis de l'import Asie aussi. C'est ça. Achat aussi. Donc tu as toute la partie achat dans responsable de l'offre, et puis tu as toute la partie business, où du coup comment tu la mets en œuvre en magasin, et puis tu es responsable des performances de ton univers, de la partie d'offre que tu mets en ligne, en rayon, et des performances économiques de celle-ci. Qu'est-ce que tu retiens là, après avoir compris que la distribution de produits de sport hors Decathlon, c'était pas facile ? Et bien là, tu apprends une autre typologie de distribution, c'est l'organisation retail, grande distribution, avec l'approche de mètre linéaire, de tête de gondole, de rentabilité au mètre linéaire, de taux de marge, de marge en cloche, de tout un tas de KPI assez précis pour mesurer les performances de tes produits dans le linéaire, les rotations, les valeurs de stock, etc. Et donc, je retiens de cette expérience aussi... les paris que tu fais quand tu construis une offre, parce que notamment quand tu travailles avec des sujets de grand import
Asie, notamment pour certains produits. Tu prends certains paris sur le business que tu vas faire avec l'offre que tu construis, et c'est assez excitant d'arriver avec des partenaires assez lointains à imaginer une typologie de produit, à la co-construire aussi, puisqu'on avait des produits qu'on faisait en marque propre, et puis de les approvisionner, de les stocker et de les faire ensuite sortir des magasins. Donc voilà, c'était assez riche de ce point de vue-là. Après, Cabestout, il reste combien de temps ? Il reste un peu plus de 2 ans. Ok. Et après, tu rejoins SoCook ? Et après, je rejoins SoCook, effectivement. Tu reviens dans les Alpes ? Je reviens pas tout de suite dans les Alpes, figure-toi, parce que j'étais bien installé dans le sud depuis quelques années. Et je vois à un moment cette offre sur une boîte qui tout de suite me parle, puisque étant originaire d'Annecy, le groupe Fournier est assez connu. Rappelle des enseignes que tout le monde connaît, quoi. Il y a Mobalpa, c'est ça ? Donc l'enseigne la plus connue, Mobalpa, effectivement, qui existe depuis les années 50, enseigne référente dans le secteur de la cuisine en France. Et puis le groupe Fournier, c'est aussi pérenne sur des boutiques de centre-ville un peu plus premium, avec un agencement un peu plus global de l'habitat. SoCook, qu'on aura l'occasion de réévoquer, et puis la petite dernière, Igena, qui a rejoint le portefeuille de marque du groupe et qui repart en développement depuis l'an dernier. Donc ce groupe, à travers ses marques très connues autour d'Annecy, fait tout de suite tilt quand je vois cette annonce sur un poste d'animateur de réseau à l'époque chez SoCook, qui est donc mon métier était de prendre en charge le pilotage d'une dizaine de magasins dans le sud-est de la France, franchisés pour le coup, donc retour à mes premiers amours, si je puis dire, et d'accompagner ces franchisés sur la réussite de leur point de vente et la performance de leur business model. Ça, un accompagnement, ça veut dire que tu vas les voir, tu passes du temps avec eux dans le point de vente pour analyser l'organisation du point de vente. C'est quoi ? C'est le retour d'expérience du responsable de franchise. Comment on fait pour les accompagner, justement ? C'est exactement ça. C'est un métier assez particulier dans le sens où tu passes énormément de temps. C'est pas tes collègues, mais la plupart des gens que tu côtoies dans ton quotidien, ce sont les franchisés de la marque, et c'est pas forcément tes collègues du siège ou de la marque à proprement parler. Donc tu es baigné, comme tu le dis, tous les jours avec eux, à leur contact, en magasin, pour les aider à analyser les performances de leur point de vente, leur apporter de la compétence, de la formation, et c'est surtout d'essayer d'analyser les écarts et de mettre en place des plans d'action pour corriger ces écarts. Les écarts entre les différents points de vente, entre les différents points de vente ou entre les objectifs qu'on s'est donné conjointement avec eux et puis l'écart qu'ils peuvent avoir sur l'atteinte de ceux-ci. Donc c'est un métier qui est hyper riche parce qu'il est très complet. Tu peux parler d'actions de communication, tu peux parler d'actions de formation, de méthodes de vente, de pilotage de marge. Donc il y a tout un tas de sujets très variés, très riches, qui font partie du métier d'animateur de réseau, qui est le cas pour la plupart des réseaux organisés en franchise, puisque c'est un métier qui est un peu hybride, puisque tu n'as pas de position hiérarchique sur ces franchisés qui sont des entrepreneurs indépendants, etc. Donc tu côtoies l'entrepreneur au quotidien, mais tu es une sacrée béquille aussi pour lui, parce que l'entrepreneur, comme dans beaucoup de business, tu le sais, il est souvent un peu seul. Et la magie de la franchise, c'est qu'il n'est pas complètement seul, c'est qu'il y a tout un réseau, une organisation autour de lui qui sont là pour l'épauler, l'appuyer, l'aider à performer. Et l'animateur de réseau, il est là aussi pour faire le relais et être à ses côtés au quotidien pour l'accompagner. Tu fais ça pendant combien de temps dans le sud de la France ? Je fais ça pendant 4 ans, avec un secteur sud-est qui s'étend petit à petit. Tu passes de 10 à combien de points de vente ? Je passe de 10 à une vingtaine de points de vente. Et puis là, on est dans les années 2015-2016. Et il se passe une chose assez extraordinaire pour l'enseigne. C'est qu'on mène une opération de croissance externe en rachetant un réseau qui s'appelait à l'origine Igena. Alors il faut suivre, parce que c'est vrai que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais l'enseigne, elle existe depuis de nombreuses années. C'était une vieille marque entre guillemets de cuisine que peut-être beaucoup d'auditeurs connaissent. Et on rachète ce réseau en 2016 parce qu'on avait nécessité pour SoCook de croître de manière assez importante. C'est un réseau, pas de franchisé là, c'est un réseau intégré. Exactement, et c'est toute la magie de cette opération à l'époque, c'est d'arriver à acquérir ce réseau de magasins succursales qui présentait plusieurs atouts. Le premier, comme tu le dis, c'était un réseau de magasins intégrés. Donc c'était plus rapide et plus simple de les intégrer et puis de les faire
évolué, changé, transformé sous la marque SoCook. Ça aurait été plus complexe à gérer avec un réseau de franchisés. Et puis deuxièmement, c'est un réseau qui n'avait pas d'outils de production propres, donc tout l'enjeu c'était de pouvoir rapatrier la demande dans nos usines et du coup d'alimenter nos sites de production. Les usines qui étaient sizées pour pouvoir absorber une demande, parce qu'il y avait là, c'est combien de points de vente que vous rachetez? Donc là, on absorbe une centaine de points de vente. C'est énorme. On achète une centaine de points de vente et les usines. Alors, effectivement, nos dirigeants étaient assez visionnaires puisqu'ils avaient conçu les usines et anticipé, parce que des investissements industriels se font des années à l'avance, donc il faut être un côté un peu visionnaire pour pouvoir prévoir les investissements en conséquence. Donc ils avaient été dimensionnés pour pouvoir accueillir cette demande. Et donc on rachète ces magasins, cette centaine de magasins en 2016, qui viennent grossir la taille du réseau SoCook, ce qui nous permet d'émerger, d'avoir une taille suffisante pour ensuite engager des gros moyens de communication nationale, notamment télé, et ce qui véritablement marque, je dirais, le démarrage de l'essor de la marque en France et le début de sa croissance assez importante. Et donc à cette époque, on m'a proposé de prendre en charge toute la partie franchise, qui était du coup minime à l'époque. SoCook franchise en France, à cette époque-là, c'est une trentaine de magasins. On avait justement du mal à émerger, à dépasser un certain seuil qui nous permette d'être visible et de pouvoir engager des moyens de communication importants. Et donc on rachète ces 100 magasins, on passe du jour au lendemain quasiment d'une trentaine à plus de 100 magasins. Et donc d'un côté il y avait une opération à transformer, à mettre à niveau, à refitter tout ce parc magasin IGNA en SoCook, et puis de l'autre à s'appuyer sur cette notoriété pour faire grossir le réseau de franchise. Donc on me nomme à cette époque directeur du réseau de franchise avec la mission de faire grossir ce réseau, donc le développer et puis continuer à alimenter les franchises existants en performance. Donc ça, c'est le job que tu fais juste avant d'être le directeur de l'enseigne. C'est exactement. Ça. Combien de temps tu le fais? 2016-2020, pendant 4 ans. Donc je m'attelle à prendre en charge ce réseau de franchise, trentaine de magasins, je te le disais, pour le faire grossir année après année. Donc je structure une équipe pour le développer, avec des développeurs qui vont chercher des nouveaux franchisés, qui ouvrent les magasins, et puis faire grossir aussi l'équipe du coup d'animateurs de réseau, puisqu'une fois que ces magasins sont ouverts, il est nécessaire de les accompagner, de les suivre. Et donc on passe d'une trentaine de magasins en 2016 à une petite centaine en 2020, en équilibrant du coup les deux réseaux et en ayant à peu près 80 magasins entre succursales et idem en franchise. En 2020, donc date à laquelle du coup on propose cette fois-ci de retourner au pied des Alpes, de me réinstaller à Annecy et de prendre la direction de la marque, ce que j'accepte avec beaucoup de plaisir, puisque c'est une marque avec laquelle j'ai vu grandir et que je travaille depuis à peu près 8 ans. Avec la mission cette fois-ci de pouvoir continuer le développement de cette marque. Je reprends la marque en 2020 où on a environ 150 magasins, 70 magasins. Une cible en France à environ 280 magasins, et donc l'objectif de continuer à faire grandir cette marque et la développer, et puis à l'amener en étant un des leaders de la cuisine en France chez les spécialistes. Bon, et ben on va aller plus loin tout à l'heure. Merci pour cette présentation, Arnaud. Merci de nous avoir expliqué ton parcours. En fait, on comprend bien que t'es un vrai spécialiste. Hein. T'es pas là pour rien. Justement, le marché. Avant qu'on enregistre, on en parlait un peu. En introduction, je disais qu'il fait 2,5 milliards. C'est quand même un très gros marché. Je pense que le marché, on le connaît sans le connaître. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas dans le secteur, tu crois le connaître parce qu'on a tous une cuisine chez nous. Mm-hmm. On a plus ou moins tous été confrontés à un moment ou à un autre à changer de cuisine. En ce qui me concerne, j'avais des a priori sur les coûts des cuisines, sur la complexité du changement de cuisine, mais finalement je ne connais pas. Alors c'est quoi ce marché des cuisinistes en France ? Ce marché des cuisinistes en France, tu as raison, c'est un peu plus de 2 milliards, 2,5 milliards d'euros en France. C'est environ 1 million de cuisines qui se vendent chaque année. Mais cuisine, c'est un terme assez générique pour représenter un grand écart assez important dans ce qu'on peut trouver en termes de cuisine. Il y a 2 grandes catégories, pour faire simple, dans la cuisine, déjà, en termes de produits. Il y a tout ce qui s'appelle cuisine en kit, donc tu connais, qui sont
majoritairement, voire exclusivement, majoritairement vendus dans la grande distribution. Grandes enseignes de bricolage, grandes enseignes d'ameublement. Donc on peut parler de Ikea bien sûr, de But, de Brico Dépôt, de Monsieur Ricole, etc. Ouais. Cuisine en kit. Et puis ce qu'on appelle les cuisines montées d'usine. Donc ces cuisines, elles sont assemblées et montées avant d'être livrées chez le client. Et donc le client reçoit des meubles qu'on appelle montés d'usine, c'est-à-dire des cubes, si tu veux, qui sont déjà qui sont déjà assemblés et qui n'ont plus que, entre guillemets, à être posés. Donc ça, c'est gage de qualité et de solidité, puisque l'assemblage de ces meubles a été fait en usine de manière industrielle, ce qui permet une plus grande longévité et qualité à nos cuisines. Donc c'est déjà le marché qui est scindé, grosso modo comme ça, à peu près à 50-50 le do it d'ailleurs. Yourself Exactement, le do it yourself et le sortie d'usine, quoi. Exactement. Dans ces deux catégories, il y en a une qui domine l'autre? Alors c'est à peu près moitié-moitié en termes de volume, et c'est finalement aussi assez représentatif de la distribution de ces cuisines, puisque comme je te le disais, si tu veux faire un raccourci un peu rapide, tout ce qui va être cuisine en kit, tu vas plutôt le retrouver en grande distribution, excepté chez Igena, l'enseigne qu'on a relancée avec un nouveau concept l'an dernier, où tu trouves aussi de la cuisine en kit. Et sinon, la cuisine montée d'usine, grosso modo, tu la trouves chez les spécialistes. Donc toutes les enseignes que tout le monde peut connaître dans les zones commerciales en France, Mobalpa, Sokuk on en parlait, Schmitt, Cuisinella, Exina, etc. Donc toutes ces enseignes dites de spécialistes qui eux proposent des cuisines montées d'usine. Qu'est-ce qu'on voit comme évolution dans les tendances des cuisines? Je vais te poser une question cette question va peut-être te sembler saugrenue, mais j'ai l'impression que les cuisines aujourd'hui elles sont de plus en plus ouvertes, par exemple sur la salle à manger ou le salon. C'est quoi les tendances qu'on observe? Alors c'est une véritable tendance de fond qui a émergé il y a bien une bonne dizaine d'années, peut-être 20 ans maintenant. Il y a plusieurs années, on avait quasiment exclusivement des cuisines fermées. La cuisine, on ne la montrait pas. On l'utilisait pour cuisiner beaucoup et puis parfois pour prendre certains repas en famille restreinte. Mais sinon, lorsqu'on avait du monde à la maison, ça se passait en dehors de la cuisine. Et puis le fait que le prix du mètre carré a augmenté, les usages ont augmenté aussi, et la cuisine est devenue une pièce où on fait beaucoup d'autres choses que de cuisiner. Et d'ailleurs, on cuisine aussi paradoxalement un peu moins qu'avant. Et les cuisines se sont beaucoup ouvertes sur notamment les séjours et donc font vraiment partie intégrante de ce qui s'appelle la pièce de vie. Donc il y a un héritage qui demeure de cuisine fermée, mais très souvent quand il y a des achats et de la rénovation, on a tendance à ouvrir les cuisines sur les autres pièces adjacentes quand c'est possible. Et aujourd'hui, il y a plus de la moitié des cuisines en France qui sont des cuisines ouvertes. Donc avec un enjeu hyper intéressant pour nos cuisinistes, parce que cette cuisine, elle ne sert plus que à préparer des repas, mais elle sert aussi à tout un tas de scènes de vie de la maison, prendre l'apéro quand il y a les amis, cuisiner pendant que les enfants font leurs devoirs, jouer, télétravailler. Donc ces cuisines, elles sont multi-activités aujourd'hui. Et puis du coup, étant donné qu'elles sont hyper reliées à d'autres pièces de la maison, elles sont très visibles, et donc il y a un enjeu fort que ces cuisines elles soient aussi, en plus d'être fonctionnelles, très esthétiques, et souvent de plus en plus coordonnées à d'autres pièces de vie. Alors ça, c'était encore le constat qu'on faisait il y a encore assez peu de temps, et puis récemment, on voit, alors pas un retour strict à la cuisine fermée, mais on commence à entrevoir des sujets où on veut reséparer au moins un peu certaines pièces. Donc on voit émerger des solutions, comme tu as pu en voir, de verrières, de claustras qui cachent sans cacher, qui séparent sans séparer ces pièces-là. Donc voilà, on joue avec ça constamment, et c'est hyper riche parce que du coup ça évolue sans cesse, et ça nous pousse aussi à devoir proposer des produits, mais aussi des visuels, parce que lorsqu'on vend des cuisines, on propose des cuisines, on a besoin aussi de projeter le client dans sa future cuisine. Donc on met à disposition beaucoup de photos, de réalisations, etc. Et d'avoir un panel qui correspond aux tendances actuelles. Est-ce qu'il y a une disparité géographique? Est-ce qu'on achète le même genre de produit quand on est à Annecy, à Lyon, à Marseille? Globalement, aujourd'hui, oui. Il y a une certaine globalisation de l'offre et de la demande.
il reste assez peu de particularités régionales ou locales. Malgré les différences d'habitat, parce que tu parlais du nombre de mètres carrés, du prix du mètre carré. Quand on habite une maison, on a un peu plus d'espace que quand on habite un appartement, par exemple à Paris. Est-ce que ça joue ? Alors ça joue un peu, tu as raison, sur la taille des cuisines. Donc si tu visites un de nos magasins parisiens, on a eu plutôt tendance à pouvoir proposer des cuisines assez petites ou plus restreintes pour pouvoir aussi projeter nos clients sur le fait, moi j'ai un tout petit linéaire dans mon appartement parisien. Pour autant, j'ai besoin que ça soit fonctionnel et esthétique parce qu'il sera aussi visible depuis mon canapé de salon. Donc dans la proposition qu'on peut faire en magasin, effectivement, on peut adapter ces cuisines. Quand on parle de globalisation de l'offre et de la demande, c'est plutôt sur les tendances colorielles, esthétiques. Globalement, ce sont à peu près les mêmes partout en France. C'est quoi, justement ? Alors, ça peut être pendant des années, ça a été le blanc brillant. C'était la façade qu'on vendait le plus. Puis ça en est suivi quelques années où c'était un revirement de situation. On a vendu beaucoup de noir, mais plutôt en coloris mat. Du noir et du bois avec les cuisines un peu effet bistrot. Ça s'est énormément vendu ces dernières années. Et puis on commence à avoir l'émergence de quelques couleurs assez pastel là aujourd'hui, du vert clair, etc. Voilà, mais c'est un éternel recommencement. Donc, oui, c'est comme tous les sujets de mode. Comment se comportent les clients globalement aujourd'hui ils savent précisément ce qu'ils veulent, ils font des arbitrages dans quel sens, et pas uniquement sur SoCook, de façon globale. Comment se comporte la demande ? Alors, le client aujourd'hui, tu as raison, il est extrêmement bien informé grâce à tous les outils, notamment digitaux, qui sont à sa disposition. Donc les comportements, ils ont évolué puisque il y a quelques années, un client faisait un peu plus de 3 magasins en moyenne avant de se décider. Souvent, il prévoyait de faire le tour des magasins de cuisine en zone commerciale le samedi après-midi. Donc c'était plus de la moitié de notre trafic en magasin, c'était le samedi, c'était vraiment la journée à pas louper. Et il faisait ces 2, 3, 4 magasins de cuisine afin de se faire une idée du prix, des tendances, des implantations avant de se décider. Aujourd'hui, un client qui pousse la porte de notre magasin, plus de 9 fois sur 10, il allait avant sur Google. Il a visité le site de la marque, il a visité la page web du magasin. Il s'est énormément renseigné, suivant les profils de clients bien sûr, et quand il pousse la porte du magasin, il sait en général très bien qui on est, ce qu'il vient chercher et quel positionnement d'enseigne il vient trouver en poussant la porte du magasin. Ce qui fait que le nombre de magasins visités avant l'achat maintenant est passé en dessous de 2 magasins. Donc la shortlist, si tu veux, se fait avant. Et donc tout l'enjeu pour nous enseigne, c'est d'être identifié dans cette shortlist avant que le client... d'être identifié dans cette shortlist pour que le client il puisse venir nous visiter, nous, déjà, dans le peu de magasins qu'il va faire, et idéalement nous choisir. Donc il y a énormément de boulot là-dessus pour être identifié, référencé et préféré, du coup, en amont de sa visite en magasin. Quand il arrive, justement, s'il est renseigné, sans être un expert, est-ce que ça a un peu changé la nature de la relation avec les vendeurs ? Oui, ça a changé, c'est tout ce qu'on a tenté d'ailleurs de mettre en œuvre chez SoCook, puisque le client il est beaucoup mieux informé avec tout ce qu'il peut trouver, notamment sur Internet, sur les différents sites, sur les différents réseaux sociaux, sur les différents forums de discussion. Et puis il a aussi acquis beaucoup de réflexes en retail qui nous viennent de la grande distribution. Et donc il y a beaucoup de codes du retail qu'on a voulu incrémenté notamment chez SoCook. On se parlait tout à l'heure de grandes enseignes où par exemple la transparence sur la communication sur les prix elle est évidente. C'était pas tout à fait le cas chez les cuisinistes qui ont un passé malheureusement qui n'était pas toujours peut-être très valorisé et valorisant puisqu'il y avait un certain mystère autour du prix, de la remise, du bon prix de la cuisine. Donc on s'est dit il faut absolument qu'on ajoute des codes de transparence lorsqu'on communique sur nos prix. Donc ça par exemple ça a changé dans la relation avec le vendeur puisque le client il peut plus accepter de ne pas savoir exactement ce qu'il va payer, ce qu'il aura pour le prix qu'il va payer, comment sera composé les éléments de sa cuisine. Donc ça a changé dans la relation et puis on passe aussi peut-être moins de temps à expliquer qui on est, ce qu'on fait, parce qu'ils sont aussi beaucoup enseignés avant et on va passer plus de temps à travailler sur la personnalisation du projet du client
pour que ça soit le plus adapté en termes d'envie, de souhait, d'esthétique et puis de budget bien sûr. Bon, merci pour cette présentation du marché. On va pouvoir parler de SoCook, comment vous l'adressez. Tu as en filigrane déjà abordé quelques points. Je ne sais pas par où commencer, mais peut-être par la production. On l'a évoqué tout à l'heure, l'outil de production. Les cuisines SoCook, elles sortent des mêmes usines que Mobalpa ou c'est une usine spéciale pour SoCook? Non, alors on a un outil de production qui est commun. Si tu veux, on peut rapprocher ça un peu de l'automobile peut-être pour comprendre, où on a des plateformes communes, comme tu peux avoir des plateformes communes dans certains automobiles, et puis après on les agrémente en fonction de la marque par exemple. Donc toutes nos cuisines, elles sortent de nos usines de Haute-Savoie, qui sont situées à quelques kilomètres d'Annecy, à Thônes, qui est une autre spécificité, c'est également la capitale du reblochon pour les plus gourmands de nos auditeurs, et puis c'est sur la route des stations de ski de la Clusaz, du Grand Bornand. Donc toutes les cuisines, elles sont fabriquées là-bas, et elles sortent de ces usines, et elles sont ensuite distribuées dans tous nos magasins en France. La matière première, elle vient d'où? Alors la matière première, c'est principalement des panneaux de particules de bois. Et là aussi, on est très vigilant à la provenance de ces panneaux, puisqu'on a un peu plus de 3/4 des panneaux qui viennent de fabricants de panneaux français, et puis le dernier quart qui vient de pays en proche Europe. Alors pourquoi pas 100%, puisque déjà il y a un sujet de volume, on est très consommateur de panneaux comme d'autres fabricants de cuisine en France, et on a du mal à trouver 100% de nos volumes en France. Et puis deuxième raison principale, c'est que pour certains coloris par exemple, on parlait tout à l'heure de coloris de tendance, mais il y a parfois des nouveaux coloris qui émergent où on n'a pas tout de suite la proposition en France, et on va pouvoir la trouver dans des pays proches, en Italie, en Autriche, etc. Avant parfois de pouvoir le rapatrier en France. Donc la grosse majorité de nos produits restent aussi français. Très bien. Comment on fait pour avoir finalement un positionnement économique, c'est-à-dire un excellent rapport qualité-prix, j'imagine? Où est-ce qu'on va tirer les coûts? Donc, on va tirer les coûts justement en profitant du volume de production qui est celui du groupe. Donc le groupe, il a un énorme volume de production chaque année. Et donc on a fait le choix chez SoCook d'aller référencer la gamme la plus produite pour pouvoir avoir un effet des 20-80 et de profiter des meilleurs volumes de production pour mettre en œuvre en magasin. Donc on aura une gamme chez SoCook qui est parfois plus concentrée sur les meilleures ventes que tu pourrais le trouver chez des acteurs beaucoup plus premium. Concentrée puisque de cette façon-là, on peut avoir accès aux produits les plus produits et donc les moins chers sur lesquels on peut faire le plus d'économies. Et puis aussi pour une raison de simplicité, puisque depuis toujours chez SoCook, on a voulu rendre le métier de cuisiniste et la cuisine simple, tant pour l'approche du client que pour le vendeur. Et donc d'avoir aussi une gamme plus concentrée, ça permet au vendeur d'être plus efficace dans son approche de conception, plus rapide et du coup plus en adéquation avec les demandes du client et son budget. Ça c'est l'offre. Et en magasin, est-ce qu'il y a une différence en point de vente chez SoCook que chez un autre cuisiniste, Mobalpa à tout hasard? Est-ce que là aussi c'est un endroit où on peut faire des économies? Alors, effectivement, dans la construction du business model SoCook, on a déjà fait un choix à l'origine de la marque qui était assez clair, c'est d'être spécialiste de la cuisine. Donc chez SoCook, on s'est concentré uniquement sur la cuisine. Tu ne trouveras pas de salle de bain chez SoCook, pas d'agencement sur mesure chez SoCook, etc., de dressing. Donc on est spécialiste de la cuisine, on fait que ça et on essaye de le faire en volume. Donc c'est la stratégie du volume, en se disant que le business model chez SoCook, il est construit plutôt sur le nombre de cuisines vendues, le volume, plutôt que sur la valeur. Et donc ce business de volume, il travaille avec parfois des marges plus restreintes qu'on récupère largement avec le volume de cuisine vendue. Il a été aussi conçu avec un concept magasin, tu le disais, qui est en adéquation avec nos positionnements de marché. Donc chez SoCook, globalement, on vend des cuisines entre 4 000 et 11 000 euros TTC. Là, c'est notre terrain de jeu, je dirais. Donc, quand je te parle de TTC, tu as les meubles, l'électroménager, le service. Donc le service, ça peut être la livraison, éventuellement la pause.
Et donc sur ces segments de marché économique, il faut aussi un concept magasin qui soit en adéquation. Donc là aussi, on a vérifié sur tous les points du concept, que ce soit le sol, l'éclairage, les climatisations, l'ameublement, les cuisines, que ce soit le plus économique possible pour nos franchisés et nos distributeurs, et donc le business model en soit que plus profitable. Parce que le taux de marge moyen est inférieur chez SoCook que chez un autre cuisiniste. Alors en tout cas, il peut être inférieur en taux chez SoCook par rapport à d'autres cuisinistes, et comme je te l'expliquais, on se rattrape du coup en valeur, en volume, du fait que SoCook est un gros faiseur de volume, et du coup ce qui rend le modèle profitable. Ok, merci pour ces explications. Chez SoCook, comment ça se passe quand un client entre en magasin? Il est accompagné de la même façon que chez un autre cuisiniste. Il arrive avec ses cotes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez SoCook qui va se déplacer pour aller reprendre des mesures chez lui? Comment ça se passe? Parce que si je te pose la question, c'est que c'est un point qui est clé dans la vente de la cuisine. Justement, les dimensions. C'est un point qui est... Alors les dimensions sont un point clé dans la vente de la cuisine, tu as raison, parce que chaque cuisine est unique quelque part, elle est spécifique aux dimensions de chaque logement, de chaque habitation. Donc comment ça se passe? On a eu une approche aussi chez SoCook, qui est sûrement un héritage des codes du retail, de la grande distribution notamment, c'était de pouvoir proposer des services et des solutions à la carte. Je m'explique. Chez SoCook, tu peux choisir d'acheter ta cuisine, que tes meubles, et repartir avec. Et tu te débrouilles de la pose par exemple. On a à peu près un tiers de nos clients qui posent eux-mêmes leur cuisine. Ça, c'est une spécificité de la marque. Très souvent chez les cuisinistes, la pose est systématiquement proposée. Nous, on propose, si le client veut faire des arbitrages budgétaires, s'il se débrouille pas trop mal en bricolage, s'il a un oncle qui peut lui filer un coup de main, de faire la pose tout seul. Et du coup, c'est autant de budget qu'il économise ou qu'on peut mettre plutôt sur du meuble et dans autre chose, etc. Exactement. Donc idem pour le relevé de cote. Si il veut poser lui-même sa cuisine, qu'il a pris ses dimensions et qu'il n'a pas besoin de nous, il peut le faire lui-même. S'il a besoin qu'on l'accompagne, on peut bien sûr prendre les dimensions à son domicile. C'est ce qu'on fait systématiquement lorsque par contre on propose une solution de pose, pour être certain que la solution qu'on va proposer, elle soit hyper adaptée à ses dimensions et à ses impératifs. Tout ça pour rejoindre la question de base. Mais qui était justement comment ça se passe en fait. Donc comment ça se passe? Alors il faut comprendre aussi que dans le marché de la cuisine, l'acquisition d'une cuisine, ça reste encore assez anxiogène pour pas mal de clients lorsqu'ils doivent pousser la porte d'un magasin, puisque comme je te l'expliquais tout à l'heure, malheureusement on a parfois une histoire sur le marché des cuisines qui n'est pas tout le temps très valorisante pour le métier. Et donc, mais parce que pour mettre pour appeler un chat, on a l'impression que on se fait avoir quand on va acheter une petite étagère qui nous est vendue 250 €. On se dit c'est pas possible. Ça peut être ça, ou alors à une époque on pouvait croire que si on n'avait pas réussi à obtenir 50% de remise sur sa cuisine, on avait mal négocié. Ouais, c'est ça. Donc nous on a voulu complètement dédramatiser l'achat d'une cuisine chez SoCook, casser ses codes, être un peu le trublion du marché, et d'aller communiquer sur des codes de transparence de prix. Donc on est d'ailleurs la première enseigne à avoir communiqué largement sur tous les prix de nos meubles, nos cuisines, dans nos catalogues, sur nos sites internet, dans nos magasins, avec la particularité, on a été les premiers à le faire, d'avoir le même prix. On parlait de spécificité locale, où tu as le même prix pour ta cuisine que tu l'achètes à Annecy, à Paris, à Marseille ou à Bordeaux. Donc les mêmes prix partout en France, avec une grande transparence de nos prix partout sur tous les outils de communication. Donc ça a amené à avoir un certain climat de confiance quand un client pousse la porte du magasin. Et donc ça, il va le retrouver tout au long de son parcours du magasin, avec lorsqu'il rentre dans nos magasins une certaine... donc on le laisse au début appréhender les premiers mètres carrés du magasin, se promener, commencer à entrevoir des cuisines, regarder avant de pouvoir entamer le dialogue avec lui. On a installé en position centrale du magasin un SoCook Café, pour là aussi apporter beaucoup de convivialité. C'est là où les échanges vont démarrer avec le client. On va s'installer avec lui, on va lui offrir un café, on va commencer à discuter de son projet. Et c'est là qu'intervient aussi un outil qui apporte beaucoup de transparence, d'accompagnement et de complicité entre le vendeur et le client, un outil qu'on appelle Cookie,
qui est une solution digitale qui permet aux clients et aux vendeurs de commencer à discuter du projet du client. Et sur un écran, avec tout un tas de solutions, de questions, on va préciser le projet du client. Et donc, ça permet aux clients de voir que ce qui apparaît sur l'écran est finalement, c'est pas une invention du discours du vendeur, mais bien la réalité qu'il va pouvoir retrouver après coup. Justement, le digital, la in-store en l'occurrence, comment il est utilisé par SoCook? Est-ce que le site internet permet aux clients de venir préparer les projets? C'est quoi le rôle du digital dans le processus de vente et dans l'expérience client? Donc le rôle du digital, il est d'abord, avant son parcours en magasin, c'est de pouvoir, comme je te le disais, être identifié. Donc il faut absolument que les points de contact avec la marque soient nombreux, soient différenciants et donnent envie aux clients de venir nous voir. Donc là, c'est une stratégie digitale de contenu qu'on va avoir sur tout un tas de supports, le site web, les réseaux sociaux, etc. J'en passe. Et puis ensuite, c'est très rapidement comment ce point de contact, je vais pouvoir le transformer en drive to store pour qu'il puisse venir en magasin. C'est ça. Et là, on a aussi été la première enseigne à lancer il y a plusieurs années le rendez-vous en ligne, c'est-à-dire que on a eu l'opportunité d'avoir une connexion de tous les agendas de tous les vendeurs de France avec un outil de calendrier qui permet du coup au client sur le site web très facilement de prendre un rendez-vous dans le magasin de son choix sur le créneau qu'il a choisi qui est en relation avec tous les agendas des vendeurs et donc de proposer ces rendez-vous en ligne puisqu'on a quand même une grosse tendance de fond, je ne sais pas si tu le notes aussi, qui est de plus en plus de réserver à l'avance, de prendre rendez-vous. C'est le cas quand tu vas au restaurant, tu réserves. C'est le cas quand tu vas réserver ton parking maintenant pour aller à la gare, aéroport. Enfin, tout se réserve, tout s'anticipe de plus en plus, je pense, pour aussi des raisons d'économie de temps. Les billets pour les musées, les expos. Tu réserves systématiquement et donc on voit une grosse tendance aussi chez nous qui fait que de plus en plus de clients préparent leur rendez-vous et prennent rendez-vous avant de venir nous voir via le site web. Donc ça, c'est aussi un gage d'avoir les équipes calibrées en face pour pouvoir recevoir ses clients et puis la certitude pour le client d'être attendu, reçu, etc. Donc ça c'est le premier pas du digital et puis après le digital in-store il est comme on le disait avec cet outil Cookie qui permet toute la partie découverte des besoins et qui permet de choisir son implantation, ses coloris, son esthétique, son électroménager et qui ensuite, avant de passer à la conception pure de la cuisine, permet d'avoir une très bonne idée de l'esthétique, de la configuration et du prix de la cuisine qu'on va avoir. Et puis après, il y a d'autres solutions qui sont mises en place, donc bien sûr un outil de conception. Donc ça, c'est en magasin. L'outil de conception. Exactement. Le client, c'est souvent des couples, non ? C'est souvent... Non, mais est-ce qu'on achète seul une cuisine ? Oui, on achète seul une cuisine, c'est vraiment varié, on achète parfois seul. Mais même les célibataires, il n'y a pas un moment ou un autre, ils viennent accompagnés de quelqu'un ? Pas forcément. C'est vrai ? Pas forcément, okay. Ouais, ils viennent en magasin avec les cotes. Oui. Et là, dans l'outil de modélisation, vous rentrez les cotes pour voir ce que donnerait finalement le choix du client ? Tout à fait, c'est exactement ça. Ils viennent avec leurs cotes, alors qu'ils peuvent être plus ou moins justes. Mais peu importe, on peut rapidement se faire déjà une bonne première idée de ce que peut représenter la cuisine et coûter la cuisine. Et puis on les rentre effectivement dans le logiciel, ce qui nous permet d'avoir une modélisation assez précise à la fin. Combien de fois le client doit-il revenir au magasin avant que le bon de commande se signe ? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut compter ? Alors, c'est en tout cas comme ça qu'on comptait aussi, je dirais, avant l'arrivée de SoCook, puisque nous, on s'est dit aussi, finalement, on a noté qu'il y avait une grosse déception chez le client, puisque lorsqu'un client va en magasin, il est en général, on le disait, assez renseigné sur ce qu'il va pouvoir y trouver. Et tout ce qu'il a envie d'avoir lorsqu'il va en magasin, c'est au moins l'implantation de ce que pourrait donner sa cuisine et le prix que ça pourrait lui coûter. Et très souvent, ce qui était déceptif, c'est qu'en poussant la porte d'un cuisiniste, on prenait ces informations, on parlait tout à l'heure des cotes, du budget, des souhaits, de l'esthétique, etc. Et puis ensuite, le vendeur travaillait dans son coin et il fallait que le client revienne pour qu'on puisse lui présenter le projet, etc. Et chez SoCook, on s'est dit, on peut simplifier. Ça existe comme ça ailleurs, on est d'accord. Ça existe encore comme ça ailleurs. Alors, après, je ne jette pas non plus la pierre à certains distributeurs qui, pour certains projets, par exemple très premium, sur des enseignes beaucoup plus
sur des segments de marché beaucoup plus premium, il faut un temps conséquent parfois pour concevoir, dessiner. Et je peux comprendre que le client n'ait pas envie de rester à côté et regarder le vendeur faire. Mais en tout cas, sur les segments de marché sur lesquels on est, et puis grâce aux outils qu'on a pu mettre en place, on a une certaine productivité qu'on a pu mettre en œuvre, qui est aussi au bénéfice du business model de nos franchisés. Et du coup, de concevoir une cuisine assez rapidement, et ce qu'on appelle en co-conception, c'est-à-dire qu'on le fait avec le client. Donc une fois qu'on a passé, le filtre cookie sur tous ses besoins et qu'on a pu concevoir la cuisine, on le fait avec lui, on conçoit la cuisine avec lui, et ça se fait en un rendez-vous, ce qui tant et si bien qu'au premier rendez-vous, il repart avec un on devis. a une promesse de pouvoir repartir avec un devis, ou encore mieux un bon de commande, et ce qui fait que dans plus d'un tiers des cas, on vend la cuisine en un rendez-vous chez SoCook. Ouais, mais ça aussi, ça fait partie du business model qui est travaillé, parce que plus tu dois revenir, plus tu passes de temps et ça perd en rentabilité, en efficacité. Exactement, ça fait plus de temps pour le vendeur, ça fait plus de temps pour le client qui doit se redéplacer. On est principalement installé en zone commerciale, donc c'est souvent aussi des kilomètres, c'est de l'essence, c'est du temps passé. Et donc, si on peut faire en un rendez-vous et donner tous les éléments pour que le client puisse se décider, c'est ce qu'on fait. Et en général, vu que le travail est plutôt bien mené et qu'on répond à ses attentes, comme je te le disais, dans plus d'un cas sur trois, le client signe dès le premier rendez-vous. Ce qui me semble énorme. Tu parles de franchisé, mais en fait, il y a la moitié qui est intégrée, ou presque la moitié. Aujourd'hui, c'est quoi le rapport ? C'est une particularité de notre réseau, effectivement, puisqu'on est le seul réseau de cuisinistes en France qui a cet avantage d'avoir un réseau mixte de cet ordre-là, de cette ampleur-là, succursales franchisées. On a aujourd'hui, grosso modo, 85 magasins succursales, 125 magasins franchisés. Donc on a deux jambes solides de ces deux réseaux, ce qui est un énorme avantage pour nous, puisque en fait on exploite, on exerce le métier de nos franchisés au quotidien dans nos magasins succursales. Donc on est confronté aux mêmes problématiques qu'eux, aux mêmes défis qu'eux, aux mêmes challenges qu'eux sur le recrutement, la formation des équipes, les clients, les ouvertures, les concepts, les refittings, etc. Donc ça enrichit beaucoup l'enseigne d'avoir des magasins en propre, puisqu'on développe plein d'outils qui servent nos magasins succursales et que du coup on peut mettre à disposition de nos magasins franchisés. Est-ce que la gestion de ces deux types de points de vente diffère ? Est-ce qu'on est de la même façon en animation d'un réseau de succursales qu'en animation d'un réseau de franchisés ? Alors pas du tout, c'est deux métiers qui sont bien différents. On le disait tout à l'heure, les franchisés sont des entrepreneurs qui n'ont pas qui ont un fonctionnement aussi propre, une entreprise à faire tourner, des salariés qui leur sont propres. Et donc le suivi de ces magasins est complètement différent des magasins succursales où on a une organisation beaucoup plus traditionnelle, hiérarchique, je dirais, avec des directeurs de région qui, eux, ont des managers de magasins, puis des vendeurs, avec toutes les, je dirais, le pilotage RH qui en découle. Donc c'est vraiment deux structures d'animation distinctes. Quelle est la répartition territoriale de ces magasins ? Est-ce que finalement les succursales couvrent, je dis n'importe quoi, la partie sud, les franchisés la partie nord ? Comment c'est organisé ? Non, c'est complètement random. Oui, exactement. Il y a à peu près autant de magasins franchisés que succursales, quelles que soient les régions. Je l'ai expliqué un peu plus tôt, les magasins succursales sont l'héritage, entre guillemets, de l'enseigne Igena qu'on avait racheté. Donc il y avait déjà un maillage territorial assez complet finalement, qu'on est venu compléter du coup avec le réseau de franchise, donc c'est assez équivalent partout en France. Les 280 magasins... 200. La cible, pardon. La cible, tu vises 280, c'est bien ce que tu disais. C'est le nombre nécessaire pour couvrir l'ensemble du territoire, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc là, il y a encore des zones blanches, des trous Oui, on a des outils de géomarketing qui nous permettent de savoir quelle est la taille d'une zone qui est suffisante pour pouvoir supporter, entre guillemets, un magasin SoCook et le faire vivre. Et donc, on a identifié environ 280 zones cibles en France où on peut implanter un SoCook. Et donc il y a encore quelques zones, comme tu le dis, où on est absent. Alors il y en a pas mal finalement en région parisienne, où on a encore beaucoup d'opportunités de développement, et puis encore sur pas mal de villes moyennes aussi en France. Le développement, il passe uniquement par la franchise ou aussi par l'intégration, enfin par la succursale, le développement de succursale ? Non, donc là aussi c'est très riche pour l'enseigne, puisqu'il peut être mixte. Donc il est, je dirais, à 2 tiers ou 3 quarts porté par la franchise, mais on est aussi ouvert
on est aussi amené à ouvrir encore des magasins en succursale. Puisqu'il est important de nourrir le développement aussi de ce réseau succursale, et puis ça nous permet de préempter certaines zones sur lesquelles soit par exemple on n'a pas de franchisé, soit par exemple il y a des coûts d'accès aux locaux qui peuvent être peut-être trop lourds pour un franchisé. On a ouvert récemment des magasins à Paris Intramuros qui est une zone qui est peut-être plus complexe à appréhender en franchise, et qui du coup on a une super opportunité avec les magasins succursales de pouvoir ouvrir aussi dans ces zones-là. Merci pour ces explications. On l'a dit en introduction, la troisième partie, c'est celle de la data, du CRM, de l'acquisition. Alors, on en a un petit peu parlé, mais effectivement, ça nécessite d'être un petit peu plus abordé. Habituellement, quand je pose cette question à mon invité, c'est parce que il essaye de faire en sorte que ses clients viennent racheter régulièrement les produits qu'il vend. D'où la notion de fidélité. La notion de fidélité pour un cuisiniste, elle s'écrit dans une durée qui est beaucoup plus longue, puisque a priori, tu vas pas changer de cuisine tous les 4 matins. L'ensemble des actions mises en place à destination des clients ou des futurs clients, a priori, elles visent à réassurer. Elle vise à réassurer. Alors, il y a quand même un critère qui est assez magique dans notre business et qui est très pourvoyeur de chiffre d'affaires, c'est la recommandation. On le disait tout à l'heure, acheter une cuisine, c'est un achat impliquant qui va nécessiter de dépenser plusieurs milliers d'euros. Donc il faut que tu sois absolument rassuré par l'enseigne dans laquelle tu vas le faire. Donc on met en place tout un tas de moyens, on en a un peu parlé, pour communiquer sur l'ADN de la marque, qui on est, rassurer nos futurs clients par tout un tas de biais de communication, de leviers de communication. Mais il y a un levier qu'on travaille également et qui est très important pour nous, c'est la recommandation, c'est la manière dont nos clients vont pouvoir parler de nous à leur entourage. Et ça, c'est à peu près 1 personne sur 2 qui pousse la porte de notre magasin, il vient parce qu'il a été recommandé par un proche. Donc c'est hyper important de soigner nos clients aux petits oignons et de pouvoir, une fois qu'on a conçu et vendu la cuisine, suivre tout le protocole, le process de la bonne livraison au bon moment, complète, la bonne pause s'il a pris les prestations de pause, la bonne finition, et puis entretenir cette relation pour qu'il soit complètement satisfait, oui, de l'expérience d'achat qu'il a eu avec sa cuisine. Mais tu le disais, après la cuisine, donc il y a toute l'expérience d'achat, il y a la livraison, il y a la pause, puis après il y a l'utilisation, l'usage qu'on en fait. Et ça, c'est au quotidien. Donc il faut absolument que nos équipes, elles soient les mieux formées pour pouvoir concevoir, proposer et poser une cuisine qui va satisfaire le client dans son usage au quotidien et qui aura plaisir lorsque des copains viendront boire l'apéro. Super ta cuisine, elle est jolie, elle vient d'où? Chez SoCook, je te le conseille. Va voir Jérôme au magasin de Paris, il est super et tu verras, tu viens de ma part. Donc ça marche comme ça, et ça c'est hyper important qu'on le cultive, et c'est une très grande fierté pour nous d'avoir cette recommandation spontanée de nos clients. Est-ce que vous avez un indicateur NPS? On a un indicateur NPS bien sûr qu'on suit tous les mois avec la totalité de nos clients qui sont enquêtés, et puis aussi des avis Google, puisqu'aujourd'hui c'est aussi un gros levier le client, il regarde beaucoup les avis Google lorsqu'il va choisir un magasin, et donc là on a aussi des très beaux résultats avec plus de 4,8 sur 5 de notes Google, avec plus de 13 000 avis. On a d'ailleurs été récompensé de prix par le passé sur ces sujets-là, donc c'est vraiment la satisfaction des clients, elle est vraiment au cœur du métier de SoCook, puisque c'est aussi notre business de demain. Et puis il y a aussi, alors c'est pas du repeat business mensuel je dirais, mais il y a aussi des usages qui évoluent. Aujourd'hui on déménage de plus en plus, on se sépare de plus en plus aussi malheureusement, donc il y a de plus en plus aussi de reconsommation de cuisine, donc le temps d'usage ou de conservation de la cuisine est réduit. Donc on a aussi chez SoCook, qui est une enseigne assez jeune, mais des clients qui reviennent nous voir 3-4 ans après parce qu'ils ont déménagé, parce qu'ils ont une vie qui a changé, parce qu'ils ont été mutés, etc. Donc on a aussi ces clients, une fois qu'ils ont été satisfaits une fois, qui reviennent nous voir. Ok, et est-ce que, en t'écoutant parler, il y a une question que j'aurais dû te poser avant. On a beaucoup entendu dire que post-Covid, il y a eu des investissements forts dans la maison. Et qu'après, là, depuis 1 an et demi, globalement,
les marchés déclinent, les gens achètent davantage d'expériences, de voyages, de loisirs, et moins d'ameublement. Là-dessus, le marché de l'immobilier s'est un peu pété la gueule. Est-ce que tout ça joue pour vous? Quand je te pose la question, j'imagine pas que tu puisses me répondre non. Bien évidemment, ça joue énormément. Alors, le business de la cuisine, c'est assez facile et basique à comprendre. Il est très lié au marché de l'immobilier. Dès qu'on a un logement neuf qui se construit, il faut une cuisine. C'est dès qu'on a une transaction dans l'ancien, un logement qui est vendu dans l'ancien, très souvent il y a rénovation. Donc on a des courbes de business qui sont très liées à ces transactions immobilières. Donc comme tu le disais, post-Covid, il y a eu un emballement du marché de l'immobilier. On est monté à plus d'1 200 000 transactions en France, ce qui était du jamais vu, avec une moyenne plutôt autour de 800 000 transactions pré-Covid. Donc tous les acteurs de l'ameublement en ont profité, nous y compris. Et là, on est plutôt effectivement une tendance à un retour à la normale, avec du coup, je pense, un creux de la vague qu'on a passé à l'été 2024. Creux de la vague qui était causé par un marché du neuf qui était quand même assez en souffrance, et puis des transactions dans l'ancien qui avaient pas mal baissé. On a une embellie là qui se fait sentir depuis cet automne. Avec la baisse des taux, on voit... Baisse des taux d'intérêt, ouais. Donc à fin novembre, on est sur des taux d'intérêt moyens, toute durée confondue, autour de 3,30. On entend dans différentes sources qu'on devrait atterrir autour de 3 cet été, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les transactions aussi ont repris. Se loger meilleur taux qui a sorti une étude qui laisse penser qu'on devrait retrouver un rythme autour des 900 000 transactions en 2025, ce qui était ce qu'on connaissait avant Covid, voire un peu plus. Et puis j'ai oublié ce que je voulais te dire, mais en tout cas oui, le marché repart quand même dans le bon sens, et donc ça nous laisse présager que 2025 devrait être une bonne année. Est-ce que du coup, parce que cette période étant compliquée économiquement, on pourrait aussi ajouter le sujet de l'inflation qui vient à la fois renchérir le coût de fabrication, mais aussi ponctionner les budgets des clients. Est-ce que finalement, quand on est en entrée de gamme, c'est pas là où on s'en tire le mieux? Alors on s'en tire très bien, puisque sur les segments de marché sur lesquels on évolue, là, comme je te le disais, 4 000, 11 000, on est sur pas loin de la moitié du business en volume de la cuisine. Donc c'est les segments de marché les plus porteurs. Côté enseigne, côté SoCook, on s'en sort très bien grâce notamment à notre développement. Donc on est, je pense, une des enseignes les plus dynamiques en développement en nombre d'ouvertures de magasins. On a ouvert cette année 2024, l'année qui vient de se terminer en 2024, 17 magasins, c'était notre record. Donc malgré ces périodes un peu plus compliquées, on se développe énormément, preuve que l'enseigne attire. Alors elle attire des nouveaux candidats qui viennent de complètement d'autres univers, et puis elle rassure aussi nos partenaires, puisque bon nombre d'entre eux ouvrent un deuxième, un troisième, un quatrième magasin. Et puis on se développe aussi, puisque dans les périodes plus compliquées, je dirais que les enseignes les moins solides, les moins éprouvées, avec les concepts peut-être les moins performants, souffrent les premières, et donc on a la possibilité, l'opportunité, nous, de prendre des parts de marché sur certains concurrents qui malheureusement mettent la clé sous la porte. Donc ça redistribue les cartes du marché, et du coup ce qui fait qu'on s'en sort plutôt très bien sur ces périodes un peu plus bataillées aussi économiquement. J'ai une ultime question. Comment tu les recrutes, tes franchisés ? Est-ce que tu vas faire le salon de la franchise ? Est-ce que tu es en concurrence avec d'autres ? Comment tu fais pour les convaincre ? Alors, le développement, c'est une multitude de petits cours d'eau qui font les grands fleuves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution magique. Donc oui, on fait tout. On fait le salon de la franchise, puisque c'est un superbe événement qui regroupe plein d'enseignes, et puis qui permet à quelqu'un qui a une envie d'entreprendre, mais avec pas tellement d'idées arrêtées sur le secteur d'activité, de pouvoir rencontrer une multitude d'enseignes en très peu de temps. On fait beaucoup de réseaux sociaux, on fait du LinkedIn, on fait des sites spécialisés franchise, on fait tout un tas de choses. Mais c'est vrai que ce qui est formidable lorsqu'on rencontre des porteurs de projets qui souhaitent investir avec nous, c'est que très souvent, on n'est pas en concurrence avec d'autres marques de cuisine. C'est-à-dire que là aussi, un peu à la manière des clients, ils ont fait leur shortlist avant de venir nous voir.
Et ils ont choisi SoCook, non pas parce que je veux ouvrir une enseigne de cuisine et du coup je choisis entre SoCook, Tartampion, etc. Mais parce que véritablement dans le concept et dans l'ADN de la marque, il y a quelque chose qui m'a parlé, qui m'a fait envie. Très souvent on nous parle de notre communication qui est assez décalée, qui est assez dynamique, en rupture avec ce qu'on voit par ailleurs peut-être sur le marché. Et donc ils ont vraiment choisi cette marque et très souvent ils viennent nous voir avec une seule envie, ouvrir un SoCook. Mais pas forcément investir dans la cuisine, mais ouvrir un magasin SoCook. Et donc on n'a pas énormément de boulot à faire pour les convaincre, si ce n'est les rassurer sur tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour les accompagner sur leur belle aventure entrepreneuriale. Donc finalement, vous n'avez plus qu'à sélectionner les candidats, c'est plutôt ça? Alors on sélectionne aussi, et je leur dis souvent, c'est vraiment un choix mutuel qu'on veut faire, puisque je suis très attaché à ce que les franchisés qui nous rejoignent connaissent un succès commercial. Je ne veux pas ouvrir des magasins pour les refermer l'année d'après. Donc c'est vraiment important que nous, on les sélectionne, en tout cas qu'on les choisisse, mais qu'ils nous choisissent aussi et qu'ils soient sûrs de faire le bon choix, de bien comprendre ce que sera leur métier de demain en tant que franchisé SoCook. C'est pour ça qu'il y a un parcours de sélection qui est assez complet pour que lorsqu'il se décide et qu'il signe, il soit complètement conscient de là où il va arriver, de ce qu'il va faire et puis de la manière dont il va pouvoir s'épanouir avec nous. Bon, et écoute Arnaud, merci mille fois pour cet échange. On est quasiment à 1 heure d'enregistrement. Merci Cyril. J'étais ravi que tu nous parles à la fois de ce marché, parce que c'est pas une vente habituelle. On ne vend pas un produit en étagère. Tout à fait. On vend beaucoup plus que ça. Produit qui n'est pas fini en fait. Qui n'est pas fini, et puis il y a beaucoup d'émotions. Et énormément. Et c'est ce qui est aussi magique. Tu sais que toutes les semaines, on reçoit les nouveaux vendeurs qui viennent en formation là, dans nos bureaux. Et toutes les semaines, je vais à leur rencontre et je leur dis, vous avez une chance formidable dans ce métier, c'est que vous allez tous les jours accueillir des gens qui viennent pour un achat plaisir, entre guillemets, soit rêver à leur cuisine qu'ils vont avoir dans leur futur logement qui est en construction, soit des travaux de rénovation, soit une résidence secondaire. Bref, c'est des montants conséquents, mais c'est un achat quand même hyper impliquant et qui est un achat plaisir, donc c'est quand même superbe et merveilleux de pouvoir travailler avec eux sur ces projets-là. Voilà, donc en ça, c'est engageant. C'est engageant aussi parce que c'est un investissement, c'est un montant... C'est un montant conséquent. Quelque part, moi, je compare l'achat d'une cuisine à l'achat d'une voiture. Pour autant qu'on achète toujours notre voiture, puisque c'est vrai que c'est de moins en moins le cas, mais c'est un autre débat. Voilà. Et effectivement, c'est un achat. Merci pour aussi nous avoir partagé ce que c'était que le modèle de la franchise versus le modèle de succursale. C'est très intéressant de l'entendre. Merci pour ton sourire et ta bonne humeur. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Avec plaisir. Depuis Annecy. Si on veut te contacter, j'imagine que LinkedIn c'est... Avec plaisir, je reste disponible sur LinkedIn. Sans problème. Bon, un dernier mot pour remercier tous les auditeurs, mes chers auditeurs. Merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Il y en a déjà pas mal qui le font. Et je réponds toujours avec grand plaisir. Merci à Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien apporté à cet épisode. Arnaud, merci encore une fois. Cyril, merci. Au plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Salut.